À la seconde où j'ai franchi le seuil de la salle de réception de l'hôtel de Crillon, toutes les conversations se sont brisées net pour laisser place à un silence pesant. Ma sœur, Élise, se tenait sous l'imposant lustre en cristal, le micro levé, arborant ce petit sourire pincé qu'elle réserve aux soirées où elle a prévu de triompher. Elle avait passé des semaines à engager des détectives privés, désespérée de prouver que je mentais sur mon entreprise et ma réussite. Et ce soir, à l'occasion des 80 ans de notre grand-mère, elle était prête à m'humilier devant tout le gratin parisien. Je le voyais dans ses yeux, l'assurance, la certitude, le frisson de me voir enfin tomber. Mais ce que ma sœur ignorait était simple, l'enquête ne s'était pas arrêtée à moi, et les agents se dirigeaient déjà vers elle. Je m'appelle Camille Delorme, et j'ai appris très tôt que dans ma famille, être présent ne garantissait pas d'être visible. On pouvait s'asseoir à la même table, respirer le même air, entendre les mêmes conversations, et pourtant rester la personne que personne ne pensait à regarder. Je n'étais pas ignorée par méchanceté, mais par habitude. Mon père, Monsieur Delorme, le genre d'homme qui avait bâti son autorité sur la tradition et les bonnes manières, avait toujours supposé que je finirais par rentrer dans le rang et adopter la version du succès qu'il respectait. Ma mère, Madame Delorme, gérait la température émotionnelle de la maison comme on règle un thermostat, des ajustements silencieux, de la culpabilité déguisée en inquiétude, des attentes enveloppées de voix douces. Et ma sœur, le centre brillant de tout cet univers, comprenait exactement comment maintenir son éclat. Elle acceptait leur approbation aussi naturellement qu'elle respirait. Je ne leur en voulais pas pour ça. Pas à l'époque. Je me suis simplement adaptée. Pendant que ma sœur récoltait les louanges devant les invités, je m'asseyais dans les coins avec un ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, construisant des choses que personne n'avait demandées, mais que je ne pouvais m'empêcher de créer. Je ne faisais pas de bruit. Je ne savais pas comment en faire. Ma force prenait la forme de nuits blanches, de lignes de code épurées, de progrès silencieux. Au moment où j'ai terminé mes études d'ingénieur, le fossé entre nous était déjà creusé. Elle organisait des galas de charité, je concevais des systèmes de cybersécurité. Elle posait pour des photos avec des sponsors, je déboguais des infrastructures depuis des studios parisiens dont je pouvais à peine payer le loyer. Mes parents la qualifiaient de fiable, responsable, la fierté de notre famille. Ils me disaient talentueuse, mais avec ce ton qu'on utilise pour les passe-temps dont les enfants finissent par se lasser. Je n'argumentais pas. Les arguments nécessitent un public, et je n'en avais aucun. Puis vint ce moment, il y a 5 ans, qui a finalement défini nos rôles trop clairement pour être ignorés, un dîner avec de l'argenterie polie, des conversations polies et les mêmes comparaisons qui flottaient toujours au-dessus de la table lorsque l'air se raréfiait. Mon père m'a interrogé sur mes vrais projets. Ma mère s'est demandé à voix haute si je ne me sentais pas perdue. Ma sœur s'est penchée en arrière, souriant avec l'aisance de quelqu'un qui croit aider, et a dit que son association caritative pourrait utiliser une paire de mains supplémentaires, à temps partiel, horaire flexible, quelque chose que je pourrais gérer. La pièce attendait ma gratitude. Je sentais cette attente comme un poids sur mes côtes. Au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose. Un changement, une ligne franchie, une porte qui s'ouvre. J'ai reculé ma chaise. Le bruit a à peine couvert le tintement des verres, mais ma famille a levé les yeux comme s'ils avaient entendu une explosion. « Regardez-moi bien », ai-je dit. Puis je suis sortie, non pas avec colère, mais avec clarté. Cette nuit-là est devenue la frontière entre qui j'étais et qui je refusais d'être à nouveau. Le message est arrivé un mardi matin, enfoui entre des mises à jour de contrats et des alertes système. Chloé, ma cousine, la seule de la famille qui hésitait encore avant de juger, n'a envoyé que quelques mots, elle a engagé des détectives. Elle prépare quelque chose pour la fête. J'ai fixé l'écran, la vapeur de mon café s'élevant et brouillant le texte un instant avant de se dissiper. Des détectives, pas des rumeurs, pas des chuchotements. Une tentative coordonnée. Ma sœur ne faisait pas dans la subtilité, elle n'en avait jamais eu besoin. L'approbation avait toujours amorti ses décisions comme des airbags. À midi, Lucas, mon directeur des opérations et ce qui se rapprochait le plus d'un frère pour moi, se tenait dans mon bureau à la Défense avec l'expression qu'il réservait aux crises majeures. Il a laissé tomber un dossier sur la table en verre entre nous. Elle n'a pas engagé n'importe qui, a-t-il dit. Du haut de gamme, minutieux,
le genre qui peut fouiller dans n'importe quel recoin de ta vie. J'ai ouvert le dossier, des pages, des enregistrements, des notes sur mon entreprise, mes contrats, mes finances personnelles. Rien de compromettant, car il n'y avait rien à compromettre. Mais l'implication était claire. Elle préparait un récit bien avant que je ne réalise que j'y avais été intégré. Lucas m'observait calmement. Elle veut prouver que tu mens, a-t-il dit, surtout, ton succès, ton travail, ta société. Elle veut tout démonter. J'ai refermé le dossier. Paris s'étendait derrière la baie vitrée, les lumières scintillant dans l'air froid. Vue de cette hauteur, la capitale semblait honnête, avec ses axes droits et ses toits de zinc. Ma famille ne l'avait jamais été. Ce qui a serré quelque chose au fond de ma poitrine n'était pas l'enquête. C'était le détail suivant que Lucas a livré lentement, comme s'il savait comment chaque mot atterrirait. Elle veut tout révéler publiquement à l'anniversaire de ta grand-mère. La salle de bal, le micro, le public. Une répétition de la nuit où je suis partie. Sauf que cette fois, elle avait l'intention de finir l'histoire. Pas juste de la déformer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je ne me suis même pas levée. J'ai juste posé mes doigts sur le bord du dossier, laissant le papier refroidir sous ma main. Ma sœur croyait découvrir une vérité. Elle ne réalisait pas qu'elle se tenait dessus. J'ai juste souri. J'ai dit à Lucas, plus pour moi-même que pour lui, parce que l'enquête qu'elle a lancée a déjà trouvé autre chose, quelque chose de plus gros. Et ça ne me concerne pas. Je n'ai pas tout dit à Lucas tout de suite. Certaines réalisations sont trop profondes, trop anciennes pour être exprimées au moment où elles font surface. Après son départ, je suis restée seule avec le dossier, son poids léger mais indéniable, tandis que la lumière de l'après-midi parisien passait du blanc au doré puis au gris. Mon ordinateur portable ronronnait sur le bureau. La climatisation chuchotait. Quelque part à un étage inférieur, quelqu'un riait, ignorant que ma sœur écrivait un spectacle destiné à me détruire. J'ai rouvert le dossier, non pas parce que j'avais besoin de voir le contenu, je comprenais déjà ce qu'il en était, mais parce que les regarder lentement, page par page, me rappelait le schéma auquel j'avais passé des années à échapper, quelqu'un d'autre écrivant mon histoire pendant que je restais silencieuse. Sauf que cette fois, le silence n'était pas une reddition. C'était une stratégie. Les dossiers rassemblés par les enquêteurs sur moi étaient inoffensifs, propres, attendus. Mais les notes subtiles dans les marges, les références croisées aux activités financières, les demandes inexpliquées liées à ma sœur. C'était la partie qu'elle n'avait pas prévue. L'enquête qu'elle finançait s'était déjà retournée contre elle, et je n'avais pas levé le petit doigt. Le soir venu, j'étais de retour dans mon appartement, les lumières de la ville éparpillées à travers les fenêtres comme du verre brisé figé en plein vol. J'ai jeté mes clés dans la coupe près de la porte et posé le dossier sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières principales, juste le doux éclairage sous les étagères. Assez pour réfléchir. J'ai ouvert mon ordinateur, tapé, effacé, tapé à nouveau. Pas d'argument, pas de défense. Une liste, rien de plus. Ligne après ligne, factuelle, propre, silencieuse, date d'audit, chevauchement de chronologie, retraits inattendus, détournement de fonds destinés aux frais médicaux de grand-mère Hélène, paiements étiquetés, sensibilisation communautaire qui ne menait nulle part. Tout était factuel, tout était vérifiable. Je ne préparais pas une attaque. Je préparais la clarté. Vers 21h, Lucas a appelé. « Tu manges ?» a-t-il demandé. Sa voix portait toujours une logique calme, même quand il était inquiet. Plus tard, ai-je répondu. Tu n'es pas seul là-dedans, tu sais. Je sais. Une pause sur la ligne. Alors laisse-moi te demander quelque chose directement. Tu vas à la fête? J'ai fermé les yeux, appuyé contre le comptoir. La fête, le micro, le projecteur que ma sœur avait conçu. L'humiliation qu'elle avait répétée. Il y a 5 ans, il avait suffi d'un dîner pour me pousser hors de leur orbite. Maintenant, il ne faudrait qu'une soirée pour mettre fin à leur capacité de me tirer en arrière. Oui, ai-je dit. J'y vais. Lucas a expiré comme s'il connaissait la réponse bien avant que je ne l'admette. Avant de raccrocher, il a ajouté doucement, alors tu dois savoir quelque chose.
L'enquêteur que ta sœur a engagé. Il a déjà déposé des signalements obligatoires auprès du parquet financier. Ils agissent vite. Les mots se sont installés en moi avec un déclic froid et précis. Elle avait commandité l'enquête. Elle avait financé les fouilles. Elle avait ouvert la porte. Et maintenant, les conséquences la traversaient. J'ai tiré le dossier plus près et continué à taper. Mes actions n'étaient pas bruyantes, juste pratiques. Révision de documents internes, copies archivées de vieux dossiers, notes pour le conseiller juridique si nécessaire. Des étapes administratives tranquilles qui ne ressemblaient pas à une vengeance parce que ce n'en était pas une. Je ne créais pas une chute. Je refusais simplement d'en amortir le choc. Le lendemain matin, au siège de ma start-up, la lumière du soleil frappait la salle de conférence vitrée sous un angle qui transformait la table en miroir. Je pouvais voir mon reflet dans le blazer que je portais, sombre, simple, contrôlé. Mon ordinateur portable était ouvert avec la liste que j'avais faite la veille. Lucas est entré avec une pile de contrats valant des dizaines de millions, couvrant 3 pays. Des résultats réels et tangibles d'une carrière que j'avais bâtie sans aucune aide de la famille qui s'apprêtait à m'accuser de tromperie. Il s'est arrêté quand il a vu le dossier sur la table. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. « Oui. » Mais ce n'était pas « prête » dans le sens qu'il entendait. C'était la disposition de n'avoir plus rien à défendre. Quand la réunion s'est terminée et que le bâtiment s'est calmé, je me suis assise seule et j'ai revu mes notes à nouveau, pas pour les ajuster, juste pour reconnaître quelque chose qui semblait nouveau. Pour la première fois de ma vie, je ne me préparais pas à subir une attaque. Je regardais quelqu'un d'autre marcher vers le précipice qu'il avait lui-même construit. En fin d'après-midi, j'ai marché le long du couloir vitré. La défense se reflétait contre les panneaux comme une seconde ligne d'horizon. Mes pas étaient le seul son. Les gens croient que la vengeance est bruyante. Ils ont tort. Le genre le plus dévastateur est procédural, neutre, nu, exécuté par des systèmes qui ne se soucient pas de qui a pleuré en premier. De retour chez moi ce soir-là, j'ai plié ma tenue pour la soirée. Un tailleur pantalon anthracite, des lignes épurées, une présence indubitable, des vêtements qui ne disaient rien mais révélaient tout. Avant de dormir, j'ai tapé un dernier message à Lucas, « J'entre par la grande porte, je ne me cache pas. » Il a répondu instantanément, « Bien. » Certaines vérités ne fonctionnent que lorsque l'on se montre. J'ai posé mon téléphone face contre terre, laissant la pièce s'assombrir dans le calme. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à ma famille. Il ne s'agissait même pas de confronter ma sœur. Il s'agissait de retourner dans une pièce que j'avais autrefois fuie, de me tenir là où ils s'attendaient à me voir briser, et de laisser la vérité qu'ils avaient découverte tomber exactement là où elle devait être. Le grand salon semblait différent le soir de l'anniversaire de ma grand-mère. Plus lumineux, plus bruyant, plein de gens qui n'avaient pas prononcé mon nom depuis 5 ans, mais qui croyaient pourtant savoir qui j'étais. L'air vibrait de ce genre d'anticipation que les familles ressentent avant une performance. Ils ne savaient juste pas qui allait jouer. J'ai traversé l'entrée sans hésitation. Le sol en marbre reflétait la lumière du lustre en fragments nets et propres. Les conversations ont baissé d'un ton à mon passage. Une fourchette a cliqueté quelque part près de la table centrale. Mon carton nominatif m'attendait au bout de la salle, retourné face contre table à nouveau, intentionnellement. Ma sœur se tenait à la table d'honneur, tenant déjà le micro. Elle s'était habillée pour la victoire. Son sourire confirmait qu'elle l'attendait. Quand elle m'a vu, son expression s'est tendue pendant une demi-seconde avant de se lisser en quelque chose de poli. Elle a tapoté le micro 2 fois et le bruit dans la salle s'est dissipé dans l'air. « Merci à tous d'être ici », a-t-elle commencé, rayonnante sous les projecteurs. Ce soir, nous célébrons notre grand-mère, une femme remarquable. Mais avant cela, il y a quelque chose que nous devons aborder. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mon père a croisé les bras. Ma mère a levé le menton. Les parents se sont penchés en avant, prêts pour l'histoire que ma sœur avait assemblée à partir de l'enquête qu'elle avait commandée. Depuis des mois, a-t-elle dit, il y a des allégations trompeuses qui circulent sur le succès, les accomplissements et l'intégrité. Une onde a traversé la foule. Les regards se sont posés sur moi. Comme prévu. Et parce que notre famille valorise l'honnêteté,
a-t-elle continué, j'ai pris sur moi de vérifier certaines choses. C'était là, le rideau se levait. Elle pensait qu'elle me dévoilait. Je restais immobile près du mur du fond, les bras légèrement croisés, observant. Pas de colère, pas de défense. Ma sœur a inspiré, prête à porter le coup final qu'elle avait répété. Mais avant qu'elle ne puisse parler, les portes du salon se sont ouvertes. Le bruit était minime, juste un gong et un déplacement d'air, mais il a réduit la salle au silence plus radicalement que n'importe quel discours. 3 agents de la brigade financière sont entrés, un signe visible, posture formelle. Leur présence a traversé la lumière du lustre comme un courant froid. Les conversations sont mortes, les pieds se sont figés. Quelqu'un a chuchoté, « Qu'est-ce qui se passe ?» L'agent principal a scruté la pièce. « Est-ce que mademoiselle Delorme est présente ?» Ma sœur a levé le menton. « Oui, a-t-elle dit, souriant à nouveau. »« J'ai raison. » La voix de l'agent n'a pas vacillé. « Mademoiselle Élise Delorme, vous êtes placée en garde à vue pour interrogatoire concernant des détournements de dons et un usage abusif de fonds familiaux. » Le micro a légèrement glissé dans sa main. « Quoi ? C'est... » Il doit y avoir une erreur. Mais les agents s'approchaient déjà, calmes, procéduriers, nullement impressionnés par le pédigré ou la réputation. Des halètements se sont propagés comme une chaleur dans la pièce. Ma mère s'est levée, le visage blanc comme un linge. La mâchoire de mon père s'est serrée si fort qu'un muscle a sauté près de sa tempe. Non, a sifflé ma sœur en reculant. C'est elle qui ment. C'est elle qui... L'agent l'a coupé. Nous avons les dossiers d'audit complets. Le rapport déposé par l'enquêteur que vous avez engagé corrobore les conclusions. Silence. Un silence parfait, dévastateur. Parce que la vérité était indéniable. L'enquête qu'elle avait payée n'avait exposé qu'elle-même. Alors que l'agent passait les menottes autour de ses poignets, le clic métallique a résonné jusqu'au lustre net, final. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la pièce. Confusion, colère, peur. Pas une seule fois je n'ai bougé. Pas une seule fois je n'ai parlé. Grand-mère Hélène s'est levée de son siège, stable et claire. J'ai autorisé un audit indépendant il y a des mois, a-t-elle annoncé. Tout sera traité comme il se doit. Mon père la fixait, stupéfait. Ma mère vacillait légèrement, agrippant le dossier de sa chaise. Les cousins chuchotaient. Les tantes couvraient leur bouche. Le récit s'était brisé, grand ouvert, et aucun d'eux ne savait comment en ramasser les morceaux. Les agents ont guidé ma sœur vers la sortie. Ses talons claquaient contre le marbre en pas courts et inégaux. Quand elle est passée devant moi, elle a ralenti juste une seconde. C'était le moment qu'elle m'avait destiné. Une fin publique, une humiliation présentée comme une vérité. Au lieu de cela, elle est passée devant la personne qu'elle avait essayé d'exposer, et je n'ai pas scié. La salle de bal n'a pas respiré jusqu'à ce que les portes se referment derrière elle. Et pour la première fois de ma vie, le silence dans cette pièce m'appartenait. 18 mois plus tard, le souvenir de cette nuit ne me revient pas comme une scène. Il arrive comme un son, le clic métallique des menottes résonnant sous la lumière du lustre. Un son qui avait l'habitude de me serrer la poitrine, mais qui atterrit maintenant calmement, comme un rappel plutôt que comme une blessure. La vie n'a pas changé d'un coup après la réception. Elle a changé lentement, comme la lumière se déplace dans une pièce en fin d'après-midi, à peine perceptible, jusqu'à ce que tout semble différent. L'immeuble qui abritait autrefois l'association de ma sœur se trouve dans une rue calme en banlieue parisienne. Je l'ai racheté pour €1 symbolique après la dissolution du conseil d'administration, puis je l'ai reconstruit pièce par pièce pour en faire tout autre chose, un centre de sécurité numérique pour les enfants qui n'ont jamais eu accès à ce type de protection. L'ironie ne m'échappe pas. Certaines fondations méritent de s'effondrer pour que d'autres puissent être construites proprement. La plupart des matins, la lumière du soleil traverse le hall vitré en longues lignes régulières. Je reste à l'intérieur, regardant de jeunes élèves taper leurs premières lignes de code ou apprendre à sécuriser leur compte en ligne. Leurs rires remplissent les couloirs que ma sœur utilisait autrefois pour des photos mises en scène et des réunions de donateurs. Cette version du bâtiment semble honnête, simple, réelle. J'ai encore des nouvelles de grand-mère Hélène. Jamais d'exigence, juste des invitations, douces.
La semaine dernière, elle a envoyé un courriel, dîner dimanche. Aucune pression. Une phrase si simple qu'elle semblait inconnue après des années d'obligations déguisées en affection. J'ai dit oui. En conduisant à travers Paris ce soir-là, la ville m'a semblé plus douce que dans mes souvenirs. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais enfin cessé de porter les vieux récits comme des dettes que je devais encore. Au feu rouge sur les quais de Seine, j'ai surpris mon reflet dans la vitre, calme, stable, sans hâte. Pas triomphant, juste libéré. Les gens supposent que la justice ressemble à un défilé de victoires. Ce n'est pas le cas. Cela ressemble à de l'espace, à de l'air revenant dans une pièce dont vous ne saviez pas qu'elle vous étouffait. Après tout, le nom de ma sœur surgit encore dans des murmures, date d'audience, restitution, la lente machinerie des conséquences. Mais rien de tout cela ne me tire plus en arrière. Pas par indifférence, mais par distance. Je n'ai pas gagné en leur prouvant qu'ils avaient tort. J'ai gagné en sortant de la version de moi qu'ils insistaient être vraie. Et d'une certaine manière, cette libération tranquille est devenue suffisante. La liberté n'est pas arrivée sous les applaudissements. Elle est venue sous la forme d'un deuil silencieux, d'une respiration régulière et de la simple réalisation que je ne tressaillais plus à l'entente de mon propre nom. La famille avec laquelle j'ai grandi avait essayé de me définir par l'absence, par le silence, par l'effacement. Mais la distance m'a appris quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes. Des portes que je peux fermer ou ouvrir selon mes propres termes. Et maintenant, chaque pas en avant semble mérité, calme et enfin. À moi.